On est là, Charles, c'est le fun. Oui, Écoutez, ben, salut Charles, je suis vraiment content, vraiment, vraiment content qu'on ait ce moment ensemble ce matin. Merci d'être là. Salut ouais. la belle gang. Écoutez, toute la belle gang de la communauté. Hey, on a de la belle visite ce matin. C'est le fun. On a encore de la belle visite ce matin. C'est très, très le fun. Charles, c'est un ami de la maison depuis quand même pas mal d'années, depuis assez longtemps. Euh, pour moi, Charles, c'est un ami de la maison, mais c'est aussi un explorateur de la conscience humaine. À chaque rencontre que j'ai avec lui, j'ai l'impression que je sais pas, que ma conscience se dévoile, que ma vision du monde s'élargit à chaque fois que je suis en contact avec lui. Notre ami Serge Marquis avait dit d'un jour qu'il y a des gens, des fois, qu'on pourrait payer que pour leur présence. Et Charles, tu fais partie de ces personnes qu'on pourrait payer que pour sa présence. Juste ta présence, Mm. c'est juste être à côté de toi, juste être avec toi, c'est bon. Alors, merci d'être là ce matin. Wow, merci, 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 merci. Hey, la gang, vous savez, c'est notre lecture du matin le vendredi. Fait que on s'est dit, hey, bon, une des choses qu'on va revisiter, c'est que Charles a fait le tour des groupes meilleurs humains, meilleurs leaders, justement pour aller explorer ce thème de comment fonctionne la conscience humaine, comment ça évolue. Alors, peut-être tu peux nous dire comment tu vas, puis comment ça a été ta tournée des groupes. Oui, bon, ben, merci Rémi, merci de me permettre de m'adresser à la communauté de la maison. Euh, donc, je vais bien. Je dois dire que probablement comme beaucoup des auditeurs, des amis de la maison, une espèce de lassitude qui se développe en ce troisième confinement. C'est comme si je sens que il y a une partie de mon dynamisme qui commence à s'amoindrir. Je me laisse Hmm. prendre par les demandes du quotidien plus que par mes projets existentiels. Puis il y a Hmm. un petit peu de dépit là-dedans. Alors je pense que comme beaucoup d'entre nous, il y a bien hâte que ça se termine. Puis on avait une conversation un petit peu avant l'ouverture du webinaire proprement dit, puis on se disait qu'on était inquiets tous les deux Hmm. pour nos leaders qui sont au front, qui voient comment il y a une accumulation qui commence à être difficile à porter. Hein. Puis pas juste pour eux, mais aussi beaucoup pour les gens qui relèvent d'eux, pour leurs enfants, pour leurs familles. Alors ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, puis que j'ai senti un peu dans les groupes, j'ai senti dans les groupes que j'accompagne aussi. Puis c'est comme si ça ramène à l'importance de prendre soin, de prendre le temps d'arriver ensemble, puis de déposer ce avec quoi on arrive pour se rendre disponible. Alors, ça, c'est quelque chose Hmm. auquel je suis bien sensible, c'est temps-ci. Ben moi, ce que je pourrais déposer, moi, comment j'arrive, je te le disais juste avant, hein, j'ai passé un bon moment tout l'après-midi hier avec une soixantaine de dirigeants de la santé, puis il faut vraiment prendre soin de nos gens de la santé. Il faut prendre soin de la santé. J'arrive un peu ému ce matin de ce qu'ils traversent, de ce qu'ils vivent. Et, comment, peut-être déjà, quelle piste tu nous donnerais pour qu'on voit ça autrement ou comment on peut parce que là, peut-être ça ne s'arrêtera pas. Les gens de la santé publique de qui on est très proche nous disent ben, peut-être que ça ne reviendra pas à une certaine normale avant le mois de mars 2022. Alors, qu'est-ce que tu nous qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui pourrait nous aider à mieux traverser ça? Ouais. Ben, tu sais, ultimement, moi, une de mes grilles privilégiées pour regarder notre existence humaine, c'est beaucoup le développement de la conscience. Puis je trouve que le régime le réseau de la santé actuellement, je trouve que est un laboratoire, pas un laboratoire, mais un lieu où on peut observer les limites de nos façons d'opérer. Mm. Tu sais, on est actuellement dans une période de transition massive. Tu sais, la majorité de nos systèmes, de nos institutions arrivent à la fin de leur vie utile. Tu sais, On c'est comme si arriverait, on a eu des... on Oui, arriverait-tu vas-y. à la fin d'un cycle? Oui, moi c'est ce que je perçois. C'est ce que je perçois. Il y a même des études dans l'anthropologie qui montrent que toutes les civilisations s'éteignent après un certain nombre de générations, une quinzaine de générations, environ 250 ans. Puis et on a tous les signes d'être dans la dernière phase de notre civilisation. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui a l'air d'être en train de s'éteindre. On voit que les choses ne fonctionnent plus. Oui. Puis en même temps, on essaie de faire en sorte que ça tienne encore. Puis en même temps, il y a un autre monde qui veut naître, dont on ressent l'appel, que l'on veut tous. Puis on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre.
Puis le réseau de la santé est intéressant là-dedans parce qu'il y a beaucoup de rigidité structurelle, d'éthique, de façon de penser dans le réseau de la santé qui sont très, tu sais, tout en silo encore, quoi qu'on en dise, tu sais, dans un rapport très mécanique. On Oui, parlait tout à l'heure d'une éthique de sacrifice de soi qui semble être héritée notamment tu sais, de l'héritage judéo-chrétien des hôpitaux au Québec. Alors, c'est tout ça, c'est comme ça arrive à son terme. Mais dans l'entrefaite, il y a des gens qui essaient de faire en sorte qu'on prenne soin de la vie à oui. l'intérieur de ces structures-là, qui espèrent qu'il y a quelque chose d'autre qui va naître, puis ça fait vivre énormément de tensions. Parce qu'on est tous porteurs de l'ancien système aussi. C'est Puis en même le hmm. vieil adage qui dit si on veut transformer le monde, il faut se transformer. Ben, il y a beaucoup des façons de penser qui nous font souffrir, qu'on perpétue continuellement dans nos actions du quotidien. Même dans notre rapport à nous-mêmes, tu sais. Euh, hmm, Fait qu'on est tous co-responsables, dans le fond, de ce système-là qu'on a créé. Donc, il n'y a pas de culpabilité. On a co-créé ce système-là. On continue encore à le nourrir. On sait qu'on n'en veut plus, mais la face, c'est qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. Puis on ne sait ouais, pas trop ce qui va être devant. On sent l'appel, comme tu dis, du large, mais qu'est-ce qu'il y a au large? Je pense qu'il y a peut-être ça. Moi, je trouve que cette pénurie-là, cette pandémie-là nous aide en tout cas, moi, c'est vraiment une période où j'apprivoise pas savoir. ouais, tout à fait. J'apprivoise le pas savoir, j'avance, puis on dirait que tranquillement, je découvre qu'il y a des bouts de mystère qui m'échappent, puis que c'est pas grave, puis tout d'un coup, je m'en réjouis. Puis je m'en réjouis presque de ne pas savoir parce que c'est ça qui fait que c'est palpitant. Mais en même temps, comment on comment on peut justement oser quitter un port sans savoir où on va? Ouais. Mais j'ai l'impression que l'attitude que tu privilégies actuellement est la meilleure. C'est de rester dans ce qui est là en ce moment, de reconnaître que l'on ne sait pas. Tu sais, la sagesse présuppose de reconnaître ce qu'on ne sait pas. Une Ouais. posture créatrice, c'est d'être dans le non-savoir. C'est de voir qu'est-ce qui est en Mmh. train d'émerger. Mais ça demande de faire confiance. Et cette confiance-là n'est pas toujours facile à contacter. Euh, c'est le fait de... Comme ça demande de s'apaiser. Mmh. Ça demande de s'apaiser aussi avec les gens qu'on aime, avec des gens qui nous font du bien. Mmh. C'est pas une période pour rester seul. En tout cas, tout le moins seul dans dans ses déchirements, dans ses craintes. J'ai l'impression que c'est un moment où c'est important de se relier. Ouais. On a besoin de Ouais. sentir, on a vu, nous, pendant cette, jamais la communauté, le sens de la communauté à la maison des leaders a été si fort. Tu sais, les gens, ils venaient les leaders, ils venaient à la maison pour se poser, pour se déposer, pour trouver plus de tranquillité intérieure. Mais là, on sent, écoute, on médite ensemble tous les matins, c'est 4 matins par semaine. Il y a on sent que ce sentiment de ne pas se sentir seul et peut-être que devant l'inconnu, on a justement besoin, hein, on parlait de nos tribus à l'époque, dans les premiers stades de conscience, hein, qu'on avait comme besoin devant ce qui nous dépasse, devant ce qui nous bouleverse, comme la mort ou des choses qui nous, devant les mystères de la vie, dans le fond. Là, on a encore plus besoin de se sentir proche puis connecté, puis on a besoin de rituels pour se faire du bien. Ouais, tout à fait. Oui, puis en même temps, tu nommes, vois-tu, tu sais, quelque chose de fondamentalement d'important, puis aussi presque un risque. Le risque, ce serait qu'on trouve refuge uniquement dans ces groupes d'appartenance. Tu sais, puis tu sais, j'entendais Obama parler récemment, puis il disait qu'on est dans un monde plus tribal qu'avant. Mais tribal aussi dans le sens de la méfiance, de les problèmes, c'est les autres. Ah, Et en ce sens-là, c'est comme si prendre soin de soi, de prendre soin de son cœur, de se relier, ça va être important. Puis aussi, en même temps, tout un travail de remise en question continue, puis pas une remise en question qui est culpabilisante. Comme mmh. tu le disais, dans mesure où vraiment la culpabilité n'a pas vraiment d'utilité dans nos existences et dans notre développement. Une seconde, Le c'est assez. fouet a jamais généré de la conscience, ça c'est beaucoup plus des mécanismes d'autoprotection. Euh, alors c'est ça. Mais donc, le fait de prendre soin de soi, c'est une chose, mais le fait de se remettre en question dans le sens de voir comment est-ce que je participe à ce qui est souffrant actuellement, comment même dans mes interactions avec les autres, je contribue à alimenter des dynamiques qui nous font souffrir. Donc jusqu'à un certain point, jusqu'à quel point je fais partie du problème. Mmh. Puis souvent, ça s'est fait inconsciemment, ça s'est fait à travers notre éducation, notre socialisation. Puis on a réalisé, OK, ben,
je suis pas responsable de ce qui s'est passé jusqu'ici, en tout cas tout le monde dont j'étais pas conscient, mais à partir du moment où j'en deviens conscient, je deviens responsable de ce que je veux en faire. Et là, c'est toutes sortes de petits gestes, hein. On sous-estime l'importance des micro-changements, des micro-changements de posture qui induit quelque chose de nouveau dans la dynamique. Et de parler, d'être dans une posture un peu plus de vulnérabilité aussi, ça crée tout un espace de conversation avec les autres qui aussi vient permettre l'émergence de dynamiques qui sont plus saines et qui sont plus satisfaisantes. Ben, d'avoir abordé chez nous l'année dernière la vulnérabilité, cette année la fragilité, d'avoir abordé ces thèmes-là, c'est vrai que ça a ouvert des dialogues qu'on n'avait pas eu encore. Ça nous a amené à rencontrer l'autre dans une partie de lui-même qu'on ne connaissait pas, de se laisser aussi rencontrer dans une partie de Ouais, nous-mêmes qui est plus vulnérable, plus sensible. Puis c'est vrai que ça a ouvert des dialogues qui n'avaient pas eu lieu encore. ouais. Donc dans Ça nos permet de familles développer une comme dans nos autres. confiance confiance en l'autre, une confiance dans notre relation qui est plus profonde, puis une confiance en soi de voir que si on est aux prises avec des tourments ou avec des dynamiques qui ne sont pas satisfaisantes, ben, on n'a pas un défaut de fabrication. On est juste dans notre chemin d'évolution. Hmm. Pour que les gens comprennent, c'est pas tout le monde qui a eu la chance, tu sais, d'avoir eu la formation avec toi, puis les enseignements sur l'évolution de la conscience. La première question que je te poserais peut-être, c'est quoi ça, la conscience humaine? Euh, ben, une espèce d'enseignement fondamental que je fais sur cette thématique-là, c'est que, ben, premièrement, l'être humain, sa caractéristique première, c'est sa capacité à donner du sens et son besoin de donner du sens. Puis on peut le faire à travers deux espaces en soi. On peut le faire à travers l'ego, parce que donc Hmm. notre ami Serge Marquis parle abondamment, dont on parle en fait beaucoup, moi c'est l'élément central, donc qui est l'ensemble de nos façons de voir, de penser puis d'agir qui nous ont servi par le passé, qui ont assuré notre survie, qui ont assuré la maximisation de nos intérêts dans un monde qui n'est pas toujours gentil. Alors ça, c'est un mode d'opération. C'est un mode d'opération qui permet d'assurer sa survie puis d'assurer un certain confort. Le problème, c'est que ça ne permet pas de s'épanouir. Ça limite nos capacités d'apprentissage parce qu'on en vient à croire que ce qui nous a servi par le passé est le meilleur mode. Ça devient notre mode par défaut. Et à ce moment-là, donc, on va aborder le présent et l'avenir comme si c'était le passé. Oh, donc on est sécurisé par le connu et ça devient, donc nos pensées, nos croyances deviennent des vérités. Absolument. Puis on reconduit le connu. Donc, on devient une force du passé tant et Hmm. aussi longtemps qu'on opère sur le pilote automatique, OK. sur la base de nos automatismes. Alors donc, il est comme essentiel d'apprendre à reconnaître puis de s'affranchir de certaines des rigidités ou certaines des croyances vérités qu'on a développées par le passé pour être plus en phase avec le présent, OK. plus en phase avec les besoins réels en présence, le contexte, ses spécificités, ses intuitions par rapport à l'instant. Et tout ça nous amène donc dans ce deuxième mode d'existence qui est plus associé à l'essence. On peut parler du soi authentique, certains vont parler de l'âme même, qui est cette part de nous qui est fondamentalement pas séparée du monde, Hmm. qui est un point de conscience à la jonction d'un passé, d'un futur, d'un homme et d'une femme, de culture amérindienne, française, britannique, irlandaise, etc., etc. Puis c'est où finalement on est lié à l'humanité au complet, on est lié à tout ce qui vit. Et dans cet espace-là, donc, on a des qualités essentielles qui sont toujours présentes en nous, mais avec lesquelles on perd contact au fil du temps. Hmm. À travers notre socialisation, à travers nos automatismes, on donné nos capacités de joie, nos capacités d'intuition, notre capacité créative, notre capacité à se laisser toucher par ce que les autres vivent, vont aller, vont être sur le dimmer, là, vont perdre de leur force parce qu'on veut se protéger, parce qu'on Hmm. on va opérer souvent avec une cadence importante qui fait qu'on ne se sent pas l'espace pour baisser la garde, se laisser toucher, apprécier ce qui est éphémère et vulnérable, etc., etc. Dans le fond, ce personnage-là qu'on a construit, là, qu'on appelle notre ego, donc tu dis, lui, il est dans la survie, mais il fait ça aussi pour nous, il fait ça probablement aussi pour nous protéger, le fait qu'il fait tout pour pas qu'on Absolument. ressente, pour pas qu'on touche. Donc c'est dur parce que dans le fond, lui, il est bien intentionné, il veut nous protéger parce qu'il est convaincu qu'il est séparé du monde qui est en survie.
Alors, Absolument, avoir accès à cet espace non séparé, lui, il veut pas trop parce que c'est une menace. absolument. Puis, Alors, puis, puis c'est tough. mais de la façon dont tu le dis, c'est magnifique parce que c'est, vois-tu, dès qu'on reconnaît avec empathie puis amour ce que l'ego essaie de faire, on lui dit, je te vois, tu es en sécurité. Ah. Puis je te remercie pour ce que tu essaies de faire pour moi. Hmm. Puis il va se détendre. Ultimement, tu sais, on va toujours avoir un ego. Tu sais, puis Ben dans, oui. dans les théories sur les stades de développement de la conscience, ultimement, en réalité, on parle de stades de développement de l'ego. Il y a des niveaux d'ego qui sont de plus en plus matures, de plus en plus perméables, de plus en plus ouverts, puis qui nous OK. permettent d'opérer de plus en plus sur la base de notre essence. Mais l'essence elle-même n'est pas mesurable. C'est ça qui est fascinant, c'est que l'ego a des récurrences. Il suit des patterns à différents niveaux de conscience. L'essence, non. L'essence est Hmm. toujours la même. Elle est toujours aussi Et magnifique, tu sais. c'était elle il y a 2000 ans, puis ça va être elle dans 2000 ans, c'est la même Elle essence. elle a la même essence. Alors, en ce sens-là, elle n'a pas de pattern, l'essence. Puis d'une certaine manière, quand je parle d'authenticité, je veux dire, quand vous êtes authentique, c'est quand vous vous rappelez plus qui vous êtes. Hmm. Vous êtes tellement en phase avec ce qui se passe dans l'instant que votre sens de vous-même est complètement secondaire. C'est à la fois apeurant et à la fois extraordinaire. Hein? Ça me semble que c'est une certaine liberté d'être libéré de toutes ces couches identitaires, puis de ne plus être le personnage qu'on a construit, et en même temps un peu fréquent. Ouais. Mais tu sais, il va tout le temps revenir. Fait que d'une certaine manière, on n'a pas à s'inquiéter. C'est pas comme si on allait le larguer pour toujours. Mais il y Ouais. a des moments, par exemple, tu sais, quand on est dans des moments de flow, tu sais, dans des moments où on est complètement dédié à une tâche, à une personne, à répondre à un besoin, à faire quelque chose qui a profondément du sens pour nous. La préoccupation de quoi j'ai l'air, ou est-ce que je vais maximiser mes intérêts, ça n'a aucune importance. On fait juste être dans quelque chose qui est profondément vitalisant, puis où des facettes essentielles de nous peuvent se déployer. Puis on est d'une certaine manière porté aussi. T'es encore là, si on n'est pas séparés, on est aussi porté de mille et une façons. Hmm. Quand tu dis ça, quand tu racontes ça, même dans ton visage, on sent l'apaisement. C'est comme Ouais. apaisant de savoir qu'on peut avoir accès à ça. Comment, comment maintenant, quelles seraient les activités humaines? Qu'est-ce que je pourrais, moi, mettre plus dans ma vie? Peut-être pour avoir accès davantage à l'essence, justement, à mon essence. Puis déjà, tu nous as donné une piste, là, comment on peut remercier l'ego pour ce qu'il a fait, lui dire merci beaucoup, ça va bien aller maintenant. Je te ferai signe quand j'aurai besoin de toi. Donc, ça, c'est peut-être déjà une première relation à l'ego, de développer une relation différente à l'ego plutôt qu'une relation de culpabilité. Mais quoi d'autre, moi, je pourrais installer dans ma vie pour tranquillement avoir davantage accès à cette partie-là, qui est non séparée? Hmm. C'est drôle, hein, parce que ce qui me vient spontanément, c'est que la vie nous donne toutes les occasions d'assumer ça. Puis Hmm. tu sais, la croissance, tu sais, l'être humain, grosso modo, de la manière dont je le comprends, est profondément incarné, puis est aussi spirituel, est aussi divine, tu sais. Puis ce qui est extraordinaire, c'est de vivre sa divinité dans l'incarnation. C'est ça qui Hmm. est extraordinaire. La raison pour laquelle on s'incarne, c'est pouvoir faire l'expérience du contraste. La lumière dans la lumière ne peut pas triper sur la lumière. Mais quand on incarne dans un monde concret, puis qu'on peut actualiser ce qu'on est fondamentalement dans la matière, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, en ce sens-là, puis je pense que notre expérience d'incarnation, c'est beaucoup de se révéler à nous-mêmes, de se rappeler ce que l'on est à travers toutes les fois qu'on réalise ça, c'est pas moi. Ça n'a pas de Hmm. sens pour moi. On gagne quelque chose. Wow. Puis c'est ça. Donc, en ce sens-là, tout ce qui est un défi pour l'ego, est un apprentissage. C'est peut-être pour ça Alors, que ouais, c'est peut-être pour ça que le Bouddha disait plus important que le Bouddha ou que les enseignements, c'est la sangha, c'est la communauté, c'est parce que quand on est avec les autres, on est très confronté, notre ego est très confronté avec les autres. Donc, on pense parfois que de partir en retrait pendant des mois, peut-être que oui, ça peut être bon, mais aussi être au contact des autres et de la vie qui nous brasse. Donc, elle vient faire ce travail-là ouais, de questionner l'ego. ouais. L'alternance entre les retraites puis l'engagement dans l'action
est extraordinaire parce que dans le fond, on ravive, on renoue avec des capacités essentielles, puis ensuite, on met à l'épreuve, si je peux dire, notre structure pour lui permettre de laisser passer de plus en plus de vie. Et en ce sens-là, tu sais, moi, il y a une image que j'aime énormément qui s'appelle le guerrier du cœur, mais c'est cette capacité-là à vivre le cœur ouvert, pleinement engagé dans l'action, il y a une exigence là-dedans, mais c'est comme si la force qu'on peut avoir dans notre colonne, si je peux dire, dans notre Mhm. intention, est pairée à une vulnérabilité, une sensibilité, à de l'amour. Euh, et c'est ça. Alors donc, tu sais, on parlait de nos leaders qui sont au front. Ils sont en souffrance, oui, mais il y a aussi quelque chose de potentiellement sacré dans le fait de se donner en conscience et en amour euh, pour ce qui a du sens pour nous. Ce qui nous manque bien souvent, c'est la conscience que prendre soin de la vie, agir avec amour, ne peut pas se faire de façon séparée, moi ou le monde. C'est si je ne prends pas soin de moi, que je prends juste soin du monde, j'honore pas tout ce que je suis, où il y a quelque chose qui marche, qui manque de justesse. Alors, de le faire autant par amour pour soi que par amour pour les autres, et ce qui peut présupposer notamment de transformer nos structures organisationnelles pour qu'elles soient plus en phase avec nos besoins, avec ce qui est juste, avec ce qui est fluide. Et dans ce sens-là, ça demande aussi une certaine forme de courage que de se permettre de autant se remettre en question que de remettre en question toute la façon dont nos institutions sont structurées, qui sont encore beaucoup fondées sur des prémices de séparation, de Mhm. domination, euh, de méfiance aussi. Mais c'est ce qu'on souhaite. Tu sais, à la maison, on a ouvert une porte. Elle a été douloureuse l'autre jour avec Diane sur les subtiles formes de violence dans nos milieux de vie. Et tu sais, ça a challengé beaucoup. Mais donc, comment le faire aussi avec tendresse, être capable d'ouvrir des dialogues sans jugement, juste se réjouir de ce qu'on a fait dans le passé, parce que c'est grâce à ce passé-là qu'on a aussi la qualité de vie qu'on a. On a fait aussi des Ouais. dégâts. Donc, comment aussi être capable de prendre la hauteur avec tendresse pour se réinventer, pour que les vies soient plus fluides. J'aime beaucoup ça quand tu dis que la vie soit plus fluide. Ouais. Et quand tu parlais aussi de prendre soin de soi, c'est de prendre soin des autres. C'est sûr que la journée, on n'est pas séparés. On réalise que prendre soin des autres, c'est de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est de prendre soin des autres. Mon père Ouais. disait, il disait, Jérémy, quand on était jeune, là, chaque famille nettoyait son trottoir. Et c'était une façon de participer au bien de l'ensemble. Alors, toute la rue était propre. Dans le fond, ça veut dire que moi, peut-être que ce qui m'a été donné, c'est ça. Mais peut-être que je prenne en premier soin de tout ça, là, puis après ça, je prendrai soin de tout ça. Tu sais. Ouais. Et donc, il n'y a pas de culpabilité. Et ça sort cette idée de on est centré sur soi, les gens ont tellement besoin. Donc, les gens de la santé, entre autres, ils se disent les gens ont tellement besoin, faut que je soigne mes patients, mais ils s'oublient complètement, comme si chaque minute qu'ils prenaient pour eux, euh, c'était égocentrique, c'était égoïste. Et donc, d'avoir ce dialogue autour de ben, quand vous prenez soin de vous, prenez soin de nous. Ouais. Mm. Ouais. Et je dirais de tout accueillir. Tu sais, il peut avoir des expériences anxieuses, dépressives, besoin de se régénérer. Mais même quand on ressent de la colère ou même de la haine, tu sais, je vais prendre un terme fort, si on apprend à porter une expérience émotionnelle négative comme ça, puis à la regarder, à la désintoxiquer, Mm. à se désidentifier pour voir de quoi ça parle, souvent, il y a des choses qui sont choquées en nous parce qu'il y a des choses qui nous tiennent profondément à cœur, il y a des besoins qui nous tiennent profondément à cœur. Puis on peut, si on porte ça, puis on le désintoxique, se contacter avec une énergie d'affirmation, puis une énergie de changement positive. Alors, dans le Mm. fond, tout peut être accueilli. Ouais. Ouf. Tout ça, c'est tout un travail de réussir à tout accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein? C'est tout un travail, mais c'est une invitation merveilleuse. Puis moi, tu m'as amené quelque chose quand on s'est parlé cette semaine, tu m'as amené une belle piste par rapport à ce qu'on vit. Quand tu parles de tout accueillir, tu disais ben, tout ce qui se passe, la pandémie, oui, c'est difficile, mais tout ça, tout ça fait partie de la transformation et est utile. C'est de l'humus dans le jardin pour que le nouveau monde pousse. Ouais. Donc, ça, je trouve ça, en tout cas, moi, ça m'aide, ça m'a aidé quand tu me dis ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. Dans le fond, mon regard sur ce qui est en train de se passer peut m'aider à le traverser, même si ça me fait pas éviter de souffrir. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Oui, ben effectivement, tu sais, avec la pandémie, avec les crises climatiques que l'on voit, avec les déchirements sociaux, avec ce qui se passe en Birmanie, par exemple, tu sais, il y a lieu d'être découragé de l'être humain puis de se dire, tu sais, on repart sur un autre nom. Là, on déclare. Puis quels abrutis, puis on peut se polariser, puis de pointer les méchants, mais au final, c'était probablement inévitable que l'être humain, à un moment donné, devienne conscient qu'il n'est pas seul, qu'il est interdépendant, qu'il est fragile. Hmm. Et là, c'est comme si on en prend acte. Euh, et oui, effectivement, c'est souffrant, mais c'est une souffrance qui est génératrice de conscience. En ce sens-là, j'aime bien l'image, c'est des douleurs de croissance. Hmm. C'est des douleurs de croissance. Mais comme accoucher. Et ça ne nous enlève pas justement cette distinction entre la responsabilité, la capacité à répondre à ce qui est là, à prendre acte, puis à se mobiliser, puis à suivre ce qui est juste maintenant, ce qui devient évident. Euh, Ne pas être confondu avec la culpabilité qui est du fait de tourner de la violence contre soi. Parce que la violence tournée contre soi, c'est la perpétuation de la violence qui court dans le monde depuis le début des temps. Euh, il n'y a pas vraiment de différence entre se faire violence ou faire violence aux autres, là. C'est la même chose. Ça Alors veut dire que, donc, de... ça veut dire que Vas-y. quand on juge de trouver ça dur, tu sais, il y en a qui disent, ben, tu sais, dans le fond, il y en a qui sont pires que moi, j'ai quand même une job, puis oui, je suis en Zoom, mais tout d'un coup, quand on minimise, puis qu'on se met à presque se juger de trouver ça dur, donc c'est une forme de violence envers nous-mêmes. Ouais. Ben oui, oui, je dirais pas que c'est pas la pire, Non. mais la limite que ça a par ailleurs, c'est que en réprimant cette expérience émotionnelle-là, peut-être qu'on s'empêche d'avoir des conversations qui soient riches, de Hmm. prendre conscience de choses qui nous tiennent à cœur. Euh, Comme moi, personnellement, ces temps-ci, tu sais, j'ai un projet, tu sais, en lien avec les guerriers du cœur dont je faisais référence tout à l'heure. Puis je ne réussis pas à y consacrer autant de temps que je voudrais. Puis je me laisse accaparer par toute sorte de stimulation de l'environnement, tu sais. Puis là, je vais juste prendre note, OK, il y a une part de moi qui se sent complètement pourrie puis qui est vraiment déçue, tu sais. Hmm. OK, c'est là. OK. Euh, puis je peux contacter le fait que ma tristesse de ne pas être à la hauteur de ce que j'aimerais à ce moment-ci n'enlève rien à la beauté du projet. Hmm. Puis peut-être qu'il y a une sagesse dans la façon dont ça se passe. On est tellement mauvais juges. Il y a des Ouais. moments dans ma vie où j'étais sûr de me développer au bout, puis finalement, je stagnais. Puis il y a d'autres moments où je trouvais ça dur, puis je disais, quelle perte de temps, puis ça a été super porteur, tu sais. C'est quoi un succès? C'est tellement difficile de savoir sur l'instant. Tu as tellement raison. C'est pour ça que moi, la phrase souvent qui me vient, c'est pour qui je me prends pour penser que ce qui est en train d'arriver, c'est pas exactement ce qui doit arriver, Ouais, même si c'est pas ce que j'aurais voulu. ouais, Puis j'ai vécu avec notre fils, entre autres Samuel, qui a été longtemps aux prises avec, avec des soucis de toxicomanie. Et ça a été pour moi un mantra de, à chaque fois qu'il se passait quelque chose qui posait un geste, je me disais, mais tu le sais pas, pour qui tu te prends pour penser que ce qui est en train de traverser, c'est pas exactement ce dont il a besoin. Puis aujourd'hui, je le vois avec un niveau de conscience quand même très évolué. Puis je me dis, ben peut-être que ça a été ça, lui, la marde dans son jardin. Et c'est donc, comme tu dis, ça m'a pris. Je commence à voir que dans le fond, tous les bienfaits de ce qu'il a traversé. Mais pendant qu'il le traversait, j'aurais voulu que ce soit autrement. Puis j'étais convaincu que c'était un échec. Euh, J'aime ça que tu nous amènes à ne pas juger dans le court terme, ouais, ne pas prétendre. ouais. Puis je trouve ça beau que tu partages ça, Rémi, parce que on parlait de la détresse des leaders. Puis une chose qui m'a frappé récemment dans les leaders que j'accompagne, c'est le sentiment de culpabilité vis-à-vis de ce que leurs enfants vivent en ce moment en période de pandémie. Il y en a de Ouais. la détresse chez nos ados, tu sais. Puis la culpabilité du parent est tellement part d'un endroit tellement beau, puis peut devenir un tel fardeau à un moment donné. Que c'est important de se ramener à la souffrance que je ressens part de l'amour, puis je peux me déposer dans cet amour-là. Puis reconnaître que mon impuissance, mon expérience d'impuissance, Hmm. mon expérience de manque, euh, entache en rien l'amour, tu sais. Ben moi, tu nommes vraiment, moi, ce que j'ai dû rencontrer, c'est rencontrer mon impuissance. On Ouais, voudrait être tout puissant pour nos enfants. ouais.
Et de rencontrer qu'on est impuissant, c'est bouleversant et c'est aussi libérateur. Ouais, Il y a une forme de libération pour moi dans l'accueil de mon impuissance, puis de laisser ouais, plus grand que moi agir à travers moi. Puis chaque fois où j'ai comme accueilli mon impuissance, j'ai réalisé que je suis devenu bizarrement totalement présent à Sam ou aux gens autour de moi. ouais. Parce que quand je suis dans vouloir faire quelque chose, je suis pas là dans le fond. Mais quand tout d'un coup j'accueille mon impuissance, ben, je relâche, je reste là et tout d'un coup je deviens très présent, très disponible, bizarrement. Et Mmh. peut-être que dans le fond, je laisse passer une toute puissance à travers moi qui est que j'empêchais de passer parce que je pensais que ça passerait par moi. Ouais. Il y a quelque chose de fascinant, hein, dans cette qualité de l'essence qui est pas puissante. C'est comme même dans... là, j'ai embarqué dans des considérations plus spirituelles, mais tu sais, pourquoi Dieu, si on croit à Dieu, pourquoi Dieu intervient pas? Mmh. Pourquoi Dieu intervient pas dans tout ce qui arrive? Parce qu'il nous aime trop pour ça. Parce que on est libre de nous révéler à nous-mêmes et de vivre notre aventure. Il y a comme un amour impuissant, un amour total, bizarrement, est un amour impuissant où on laisse l'autre vivre ce qu'il a à vivre. Et ça, pour l'ego, c'est bien difficile. Et moi, ce que ça me fait là, visiter, tu sais que tant que j'en faisais trop, puis je faisais tout pour pas qu'il souffre, je l'aimais pas encore assez, tu sais, probablement. Et c'est la journée où j'étais plus dans un amour réel où tout d'un coup, on fait plus rien. On laisse l'autre traverser ce qu'il a à traverser. Mon ami, parle-nous des tu m'as lancé ça cette semaine, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Parle-nous des guerriers du cœur. Ouais, Parce que j'aime ce paradoxe magnifique. ouais. C'est une image qui vient de l'école Shambhala, qui veut en période de déroute, en période où l'humanité est en danger, émergent dans le monde des guerriers du cœur. Et ces gens-là apparaissent sans aucune espèce de signe distinctif. Ils vont apparaître chez les pauvres, chez les riches, dans toutes les classes de la population. Et ils se croient seuls un temps et ils se sentent le devoir de prendre soin de la vie, puis d'aller au front, si je peux dire, pour désengager des dynamiques destructives. Et, euh, et quelque chose que je trouve magnifique, c'est que c'est des gens qui sont sans armes. C'est des gens qui ont deux armes, en fait, c'est la compassion, puis la capacité à voir clair. Euh, et il y a une chose que je trouve belle dans cette légende-là, c'est qu'on dit ils sont sans pays, sans territoire, si ce n'est celui qui est occupé par les forces obscures. Mmh. Alors, c'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'on a besoin de guerriers du cœur en ce moment. J'ai l'impression que le Québec est un espace particulièrement propice aux guerriers du cœur dans la mesure où on est une population de cœur, profondément de cœur, Authentique. qui a encore évidemment évolué, mais c'est le cas de tout le monde. Mais là où il y a tellement de leviers, c'est le sentiment de pouvoir, le sentiment de capacité est vraiment de ça, de ce qu'il peut être. Alors, parer à toute notre créativité, si on soutient notre capacité à nous déployer et à assumer notre pouvoir de création, notre pouvoir de transformation, j'ai l'impression qu'on peut être non seulement assister à une autre forme de révolution tranquille au Québec, si je peux dire, mais contribuer à une espèce de révolution tranquille pour la planète même. Moi, j'ai cette intuition-là, puis on en parlait, puis tu disais que ça résonnait aussi avec une intuition que tu avais. Hey, il y a quelques années, on a dit, il nous est apparu clair, là, je ne sais pas à quel moment, où on s'est dit, c'est par le Québec que l'Occident va basculer dans un champ de conscience plus évolué. Et, et tu te parlais des guerriers du cœur, ben pour moi, en tout cas, tu es un de mes guerriers du cœur, ça c'est clair, Charles. Puis
Je pense que vraiment, on pourrait presque dire que c'est un rassemblement de guerriers du cœur, la Maison des leaders. On a Ouais. des gens de tous les secteurs de la vie, de tous les postes, de toutes les et les gens qui nous écoutez, là, je vous remercie, je vous sens des guerriers du cœur et ensemble, ben, de sentir qu'on n'est pas seul, c'est merveilleux. Ouais. 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 J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de beaucoup de guerriers du cœur. Mmh. Alors, si on peut contribuer à lever des armées de guerriers du cœur, si je peux, Ouais. ça Alors ça, serait merveilleux. c'est ton grand projet. Alors on va contribuer à ce grand projet avec toi, puis déjà d'aller rencontrer le guerrier du cœur en chacun de nous-mêmes. Ouais, Il y a sûrement un guerrier du cœur, une guerrière du cœur dans chacun de nous. ouais, Hein, probablement, alors être capable d'aller à sa rencontre, le laisser se déployer, prendre sa place. ouais, tout à fait. C'est drôle parce qu'à une certaine époque, tu sais, moi, dans mes recherches, dans mes travaux, je m'étais intéressé beaucoup aux cadres supérieurs, tu sais, puis au développement de la conscience des cadres supérieurs, en me disant c'est des agents de multiplication extraordinaires. Puis, à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'en fait, les leaders, il y en a partout. Mmh. Puis que c'est se piéger que de penser que c'est juste une petite élite plus consciente qui peut faire la différence. Évidemment, des personnes privilégiées en termes de pouvoir, de capacité, vont être des alliés essentiels, mais ce ne sera pas suffisant. On a besoin de soutenir la capacité des gens autour de nous à assumer leur propre pouvoir, leur propre leadership, l'esprit, le cœur, puis la volonté ouverte. Hey, ça me touche parce que tu sais, la maison s'est tellement transformée. Dans les premières années, c'était vraiment des leaders de haut niveau qui venaient à la maison. Puis Mathieu me disait, t'as-tu remarqué, Rémi, maintenant, on a du monde, on a des gens de consultants, on a des gens, il n'y a plus, ça plus tellement, on a un jardinier, des mécaniciens, on a des gens de tous les secteurs de la vie. Alors, ça me fait du bien de t'entendre ça, d'entendre dire ça. Nous autres, ça a complètement bougé. C'est plus l'élite des leaders, là. C'est plus ça, là. C'est plus les hauts dirigeants qui viennent. Il y en a, mais il y a des gens de tous les milieux, de tous les types de postes. Hmm. Donc, on rentre dans une nouvelle ère pour nous à la maison. Ouais. Merci de ta présence. Je sais que bientôt, j'aimerais ça que les gens le sachent aussi, tu pars un programme Leader qui part en juin. Veux-tu nous en parler avant qu'on se quitte? Oui, ben en fait, donc c'est ça, il y a un programme où je consacre beaucoup d'énergie qui s'appelle le programme LEADER, puis il y a un parcours qui démarre au mois de juin, qui porte spécifiquement sur le développement de la conscience et stade de développement de la conscience, autant comme grille de regard sur soi, mais que sur les organisations, que sur les équipes qu'on accompagne. Puis on explore aussi comment on peut, à partir de différents niveaux de conscience, assumer différentes formes de pouvoir. Mmh. Comment on peut se réconcilier avec l'autorité, avec Mmh. l'autorité qui est souvent associée à de l'abus ou les habiletés politiques sont souvent associées à de la mesquinerie. Mais Dieu sait on a besoin que ce soit aussi exercé de façon saine et puissante, puis que les gens qui ont un cœur noble les assument. Mmh. Parce que ceux qui sont centrés sur leurs intérêts s'en privent pas. Il y a une phrase que j'aime tellement d'Einstein qui disait le monde est un endroit dangereux. Non pas à cause des mauvaises personnes, entre guillemets, mais à cause de toutes les bonnes personnes qui voient ce qui se passe et qui font rien. Oh. Alors, c'est ça. Alors, Alors, donc, ça le serait dans programme nous amène à explorer toutes nos réticences par rapport au fait d'assumer son pouvoir. mmh. Ouais. Et Excuse-moi, ça tu se fait à voulais dire. l'intérieur du cadre de l'Université Laval. Tu es professeur à Laval. Oui, effectivement, ça se fait en formation continue via l'université. Puis c'est un programme qui dure une dizaine de jours. Il y a 2 jours à la fin juin, puis ensuite ça va à la fin août jusqu'à la mi-décembre. Alors, ben, je te remercie de Ah. me permettre de glisser un mot là-dessus, c'est gentil. Ben, écoute, tu es un ami de la maison, puis nous, on sait que chaque moment, quand on peut multiplier les moments avec toi, c'est un cadeau, fait qu'on souhaite ça pour tout le monde. Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais, notre belle gang est là, beaucoup de ceux que tu as rencontrés sont là à l'écoute. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être laisser avant qu'on termine cette relecture du vendredi? Hmm. Ben, pour moi, quand on parle de développement de la conscience, je pense que la chose la plus importante, c'est le développement de la compassion.
Puis une chose que tu as dite tout à l'heure qui m'a touché, c'est tu sais, aimer dans l'impuissance. Mm. Euh, il y a une recherche, moi, je l'ai trouvé fascinante par rapport à ça, c'est qu'il montrait que ce qu'on appelle la fatigue de compassion, ça n'existe pas en réalité. Ce qui existe, c'est la fatigue d'empathie, Mm. ou c'est-à-dire le fait de voir à travers les yeux de quelqu'un qui vit des difficultés et d'essayer de régler ça ou de se sentir impuissant dans ce qu'il vit. Mm. Ça épuise. Quand on est dans la compassion, il n'y a rien à régler. Quand on est dans la compassion, on est juste dans notre intention d'être là pour l'autre. On le Et porte pas. ça protège la personne qui est générateur de compassion et ça n'a pas de fin. Ça Mm. brûle jamais. Wow. Et c'est intéressant parce qu'on parle d'amour qui n'est pas séparé. Quand on est dans la compassion, on est dans l'amour séparé, puis non séparé, puis on reconnaît donc euh, qu'on n'a pas à porter le fardeau de l'autre. Que la vie, on dit, life takes care of itself. Mm. Ouais, Alors, effectivement, comme on vit beaucoup de choses autour de nous présentement, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses, nos enfants, les gens autour de nous, on se sent parfois responsable comme leader, entre autres. Alors, comment juste être là, plein de tendresse, plein de compassion, et laisser l'autre traverser la vie en sachant, en lui disant qu'on est là, qu'il sache qu'on est là, mais c'est tout. Et peut-être qu'effectivement, on va moins s'épuiser, puis on va pouvoir être plus présent longtemps pour les ouais, autres. ouais, Je t'aime vraiment beaucoup, Charles. C'est vraiment ouais. un cadeau de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Rémi. Ça a été un grand plaisir, un moment de rencontre. Mm. Alors, merci infiniment. Merci, Bon, merci à toute la belle gang. On vous souhaite un super week-end et ben, on vous aime. Belle journée. bye tout Merci. le monde. Bye, Rémi.